C'est le dernier livre d'une série assez originale, une idée des éditions Stock, qui, il y a 7 ans, a commencé à proposer à des auteurs d'aller passer une nuit enfermés dans un musée. Alors, vous en connaissez peut-être certains. Le premier, c'était Kamel Daoud, qui avait choisi d'aller au musée Picasso. Et le dernier en date, c'est Richard Malka. En tout, je crois qu'il y en a une vingtaine. Je crois que ça fait 21 avec vous. Il y en a 3-4 par an. Donc 21 auteurs, 21 livres, mais pas 21 musées, parce qu'il y en a 2 qui ont choisi le musée Picasso, Kamel Daoud et Enki Bilal. Et ça fait 2 textes très différents. Il y a aussi Lola Lafont qui a été au musée, voilà, qui a été parlé d'une nuit avec Anne Frank. Alors, quand on vous a proposé d'aller au musée, vous vous êtes dit, moi, je vais faire ça un peu autrement. Je ne vais pas choisir un musée, je vais choisir, comment on peut appeler ça, un mausolée ? Oui, une sorte de cimetière, quand même. Une sorte de cimetière, mais avec un beau décor. Donc, vous avez choisi le Panthéon. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on revienne, je voudrais vous remettre le soir où vous êtes arrivé là-bas. Donc, je ne me souviens pas la date, je crois que vous ne la mentionnez pas, mais donc, un soir, vous arrivez au Panthéon, vous entrez, on ferme la porte derrière vous, vous êtes sous un immense dôme, et vous allez passer la nuit enfermé dans un lieu qui est quand même pas follement accueillant, quoi. Il fait froid, c'est humide. Vous vous dites... super, ça va être passionnant, ou vous vous dites, mon Dieu, où est-ce que j'ai encore été me fourrer ? Alors... Pas bon. Mon Dieu, ça c'est moi qui dis mon Dieu. Donc vous vous dites, zut, dans quel coup est-ce que j'ai encore été me fourrer ? Non, ça m'arrive de me dire mon Dieu. Non, j'étais dès la première seconde... absolument ravi, emporté, enthousiasmé. J'ai eu conscient que c'était absolument inoubliable. J'étais heureux. En fait, j'étais heureux dans ce lieu qui, effectivement, est spectaculaire à l'étage. En fait, le Panthéon, bizarrement, c'est un bâtiment qui est assez peu connu, qui a d'ailleurs une histoire sur laquelle on va revenir tout de suite. Peut-être, qui est très spectaculaire à l'étage. 83 mètres de haut, il y a le pendule de Foucault, il y a cette immense statue à la gloire de la Révolution française de Marianne qui inspire. Et puis, quand on descend dans la crypte, c'est là qu'il y a les tombes. Et là, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus sobre. Et c'est 2 ambiances très différentes. Et moi, j'ai passé la nuit à faire des allers-retours entre... l'étage et la crypte, et donc entre des humeurs très différentes. Vous connaissiez les lieux avant ? Je les connaissais, mais vraiment de la crypte, j'ai dû y aller, mais il y a 30 ans. Et alors, il se trouve que j'avais été membre d'un jury de concours d'éloquence qui a eu lieu là il y a 1 an et demi. Au Panthéon. Au Panthéon, et c'était très drôle parce que, je le raconte dans le livre, dans le jury, il y avait une actrice dont je ne cite pas le nom. D'ailleurs, dans le livre. Vous ne citez pas les noms en général. Et qui me disait, qui est une amie et qui est très drôle, et qui me disait, mais mon père est là. Alors là, je ne voyais pas du tout, parmi les 83 pensionnaires du Panthéon, vous qui dit, pouvait être son père. C'est pas... Non. Et en fait, on dit, oui, j'ai pris ses cendres et puis je les ai jetées là, je savais que ça lui ferait plaisir. Et donc, son père est au Panthéon, et j'ai trouvé ça génial en même temps, parce que c'est vraiment... Elle est gonflée. Ça a une signification. Ouais, elle est gonflée. Les révolutionnaires ont réussi leur coup. C'est devenu un symbole républicain, et elle voulait que son père, juif par ailleurs, soit que ses cendres soient dans ce monument à la gloire des valeurs républicaines. Vous verrez quand vous lirez le livre, si vous ne l'avez pas lu, il ne cite aucun nom. C'est-à-dire qu'il parle d'un responsable d'extrême gauche qui a changé de position sur la question de la laïcité. De la laïcité. Mais il ne prononce pas, il n'y a pas un nom. Donc vous verrez. Non, je ne voulais pas lui faire l'honneur de figurer dans un de mes livres. Pub. Alors, je reviens à mon chemin de fer.
Vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le tour des lieux, vous allez vous promener, Alors, j'arrive là-bas vers, je sais pas, 19h30. On reste 1 heure et demie avec l'équipe pour une séance photo, pour la promo du livre. Il m'explique comment ça se passe, les gens de la réunion des musées nationaux. Il vous explique que vous n'avez pas le droit de fumer, que vous n'avez pas le droit de manger. Voilà, ça, il me l'avait dit avant. Ils règlent la lumière selon mes souhaits. Donc, j'avais demandé une pénombre. Ils installent l'espèce de lit de camp où je leur demande de l'installer, c'est-à-dire au pied de la statue de Voltaire dans la crypte. Et puis, une fois que tout ça est fait, vers 21h, ils partent. Ils me laissent une petite radio en cas de problème. Bon, moi, j'avais mes camarades qui dormaient dans la voiture dehors. Qui sont quelque part ici. Voilà. D'ailleurs, on les salue. Et là, ils ferment et je suis tout seul. Là, je suis vraiment tout seul. Et donc, je passe... j'ai une lampe torche pour voir les détails. Je me suis acheté pour l'occasion. Et oui, je gère. Comme un gamin, vous faites le tour. Comme un gamin, je me mets à courir, j'hurle, je m'allonge par terre, je regarde un épisode de série parce que c'est trop drôle de regarder un épisode de Star Trek au Panthéon. Bah si. Non. Ah bah si. Je suis pas très sérieux. Hein. Et j'écris quand même quand j'y vais. Alors pour faire une confidence, j'avais déjà écrit les 2/3 du livre. Mais j'écris l'ébauche du dernier chapitre et puis surtout, c'est plein d'impressions, de sensations, d'émotions. Que je saupoudre en fait après dans le livre et qui donne une épaisseur au livre. Donc voilà. Et ils viennent me chercher pour finir. Alors j'ai dû dormir 1 heure. Vers 4h du matin quand même, je commence à fatiguer. Donc là, je dors 1 heure. Mais c'est vrai qu'il fait un froid de gueux. J'ai été malade pendant 3 semaines. C'est quand même m'a valu une bonne cure d'antibiotiques. C'est plus organisé pour les morts que pour les vivants. C'est sûr. Faut reconnaître. Et à 7h du matin, ils viennent me chercher. Ils vous ont offert le petit-déj? Non. Non. Bah non. Vous avez été prendre le petit-déj dehors. Absolument. Votre objectif, donc, c'était de passer la nuit avec un fantôme qui a beaucoup d'importance pour vous, qui s'appelle François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, et qui donc né en 1694, mort en 1778, et qui est le plus vieux résident du Panthéon, puisqu'il y est depuis 1791. Oui. Pourquoi est-ce que la France de 1791 décide de mettre Voltaire au Panthéon? C'est une star absolue. Enfin, il est mort depuis plus de 10 ans, puisqu'il est mort juste avant 78. Ça lui fait, il est mort depuis 13 ans. Pourquoi on décide à ce moment-là de le mettre là-bas? Parce que c'est un de ceux qui a inspiré la Révolution, les idéaux de la Révolution. C'est le symbole de la lutte contre la religion, en particulier contre le fanatisme religieux et en particulier contre le christianisme. Et donc, c'est un des pères fondateurs de la laïcité, de la liberté d'expression. Il a inspiré tous les révolutionnaires. C'est vraiment, quand je dis c'est une rockstar, Voltaire. C'est le premier écrivain dont on reconnaît le visage, tellement il y a de reproductions à la télé à l'époque. Donc, lui, on le reconnaît. Quand il parle de Ferney à la fin de sa vie pour revenir à Paris, son carrosse est arrêté partout par des mouvements de foule qui veulent le fêter. C'est un symbole incroyable. Et alors, c'était pas le premier à l'origine. Le premier, c'était Mirabeau. Mais ils l'ont sorti. Pourquoi Ils l'ont sorti. C'est les révolutionnaires. Hein, ils avaient peur de rien. Donc, ils l'ont déterré et puis ils l'ont dégagé. Parce qu'on lui reprochait des connivences avec Louis XVI. Et donc, l'histoire des armoires. Voilà. Alors que Voltaire, il n'a jamais été question de le faire sortir du Panthéon. Non. Alors si, il a été question à Restauration, où c'est redevenu une église. On a demandé à Louis XVIII des hommes d'église. On dit non, mais il faut faire sortir. On ne peut pas célébrer des églises avec l'antéchrist qui est en bas. En dessous. Et Louis XVIII leur a répondu au contraire, laissez-le, ça lui fera les pieds d'entendre des messes tous les jours. C'est joli. C'est joli.
vous mentionniez tout à l'heure, c'est vrai que le Panthéon a une drôle d'histoire. Et alors, j'ai vu que c'était dans la bibliographie du livre. Il y a un roman, oui, exceptionnel de François Heilbronn qui raconte l'histoire du Panthéon, dont il est venu nous parler ici, parce que à l'origine de la construction du Panthéon, il y a une maladie de Louis XV à Metz qui implique un des ancêtres de François Heilbronn. Je vous laisse le raconter, vous le raconterez mieux que moi. Oui, parce qu'en fait, Louis XV revient d'une campagne militaire, il est à Metz et il tombe très gravement malade. Et si gravement malade que il a sa dernière onction, on sonne les cloches, voilà, il va mourir. Il a été soigné par tous les médecins de la cour, il a été saigné des dizaines de fois. À coup de saignée, donc ça n'a pas arrangé son état. Et puis là, il fait une promesse, il dit, mais si jamais par miracle j'en réchappe, je ferai construire une basilique, la plus grande de Paris, en l'honneur de Sainte-Geneviève, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et en désespoir de cause, après qu'il ait reçu l'extrême-onction, on fait venir un médecin juif réputé de Metz. En cachette, voilà, de nuit. Et il se trouve que ce médecin juif, qui est donc l'ancêtre de François Heilbronn, le soigne en 3 jours, parce que, à coup, avec non pas des saignées, mais des potions qui soignent ce qui était probablement une dysenterie. Et là, miracle, le roi se remet sur pied. Donc, on fait une fête à Paris incroyable. On ne peut pas dire que le roi, très chrétien, a été sauvé par un médecin juif. Donc, on va chercher un médecin de régiment qui s'appelle Montchavot et qu'on instaure comme étant le sauveur du roi. Oui. Et puis, on a la gentillesse de dispenser d'impôts le médecin juif qui l'a sauvé. Qui s'appelait Isaïe Serf-Ullmann pour l'histoire. Et donc, je dis que et donc, il fait construire, il est fidèle à sa promesse, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est pas une basilique qu'il aurait dû faire construire, c'est une synagogue. Puisque pour le coup, voilà. Mais finalement, ce sera ni une basilique, ni une synagogue, puisque la construction a pris du retard, qu'elle n'a pas eu le temps d'être consacrée avant la Révolution française, et que les révolutionnaires ont décidé d'en faire un temple à la nouvelle religion civile, un temple, une église républicaine, en fait. Et donc, l'un des premiers pensionnaires, si je veux dire, résidents de ce temple révolutionnaire est Voltaire. C'est Mirabeau, Médéterré, puis Voltaire. Et alors, juste rapidement, pour revenir, parce que vous aurez peut-être l'occasion d'aller au Panthéon, ce temple révolutionnaire va redevenir une église, il va redevenir un temple, enfin, il va y avoir plusieurs va-et-vient, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il va suivre toute l'histoire de France. Donc, sous Napoléon, alors là, il va dire, à l'étage, on va célébrer des messes, donc on le retransforme en église. Donc à chaque fois, on remet la croix au-dessus, ou on l'enlève, on change la disposition. Mais au sous-sol, il conserve la crypte républicaine. C'est le en même temps de Napoléon. D'accord. Ensuite, à la Restauration, là, ça redevient une église. Mais on conserve quand même la crypte, puisque vous le dites, ils n'ont pas enlevé Voltaire. Après, sous la Commune, ça devient une cage d'armes pour les communards. Enfin, et à chaque fois, on change la disposition. Et en fait, ça va se stabiliser pendant la Troisième République avec les funérailles d'Hugo et la panthéonisation de Victor Hugo. D'accord. Et là, on va décider de ne plus enlever la croix qui est au-dessus. Donc le Panthéon que nous connaissons actuellement, c'est celui de l'époque de la mort de Victor Hugo. Ouais. D'accord. Bon, et vous, ce qui vous y amène, donc c'est pas Victor Hugo, c'est Voltaire. Je voulais que ça ait du sens, et pour que ça ait du sens pour moi, fallait que ça corresponde à mes combats, et clairement, je pouvais pas trouver un interlocuteur plus
savant que Voltaire sur ces sujets-là. Alors, juste une petite digression. À aucun moment, vous vous êtes dit, je vais en profiter pour aller voir un musée extraordinaire? Non, parce que ça, quel sens ça aurait eu que moi, je parle d'œuvres d'art, de musées je préférais trouver un autre moyen de poursuivre mon combat, puis surtout d'approfondir. Je ressentais le besoin d'approfondir ma propre réflexion sur ces sujets-là. Quand est-ce que vous l'avez rencontré, Voltaire? Quand est-ce qu'il est rentré dans votre vie? Il se trouve que j'ai été au collège Voltaire, au lycée Voltaire. Bon. Ça marque. Bon. C'est 7 ans de 11 à 18 ans. Donc si vous aviez été à Jacques de Cour, votre vie aurait été différente. Enfin, bon. Non, mais après, j'ai lu comme tout le monde, j'imagine que je ne sais plus trop en quelle classe, si on fait lire en 4e ou en 3e les contes, oui. évidemment, Candide, Micromégas, et voilà. Et clairement, j'aimais ça. Il y avait un ton, ça rentrait en résonance avec ce que j'aimais faire, écrire, dire, penser. Et puis ensuite, évidemment, c'est quand je suis devenu avocat que j'ai commencé à intervenir sur ces combats-là, sur la religion. Et au début, il s'agissait de la religion chrétienne, que j'ai commencé contre des associations intégristes chrétiennes qui poursuivaient Charlie Hebdo. Que là, j'ai commencé à m'intéresser à la pensée voltairienne d'un peu plus près, que j'ai lu le dictionnaire sur la tolérance, le traité sur la tolérance, le dictionnaire philosophique, et puis Mahomet ou le prophète, c'est une pièce de théâtre un peu plus tard. Donc voilà, c'est plutôt dans ma carrière d'avocat et en tant qu'avocat de Charlie Hebdo que je me suis intéressé de plus près à Voltaire, parce qu'il fallait me nourrir d'une pensée. Alors, ce livre que vous venez de publier, Après Dieu, c'est un espèce d'objet littéraire non identifié, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il y a un peu d'un récit, donc d'une nuit dans la crypte, dans ce mausolée. Il y a votre dialogue avec le fantôme de Voltaire, et puis d'autres fantômes qui circulent dans la crypte. Qui profitent que je me sois assoupi pour venir me voir. Il y a un petit peu d'éléments autobiographiques. Vous ne parlez pas beaucoup de vous, donc on les pioche. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. On les pioche, on y reviendra. Et puis, il y a un essai politique, si je peux dire. En gros, liberté d'expression, laïcité, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous le développez, vous... alors, sur le côté... C'est surtout sur Dieu, sur la religion. C'est beaucoup sur la religion. Vous mentionnez quand même un petit peu Charlie Hebdo, les différents... quelques procès. Je voudrais qu'on parle un peu de vous, justement, puisqu'on a l'occasion de vous avoir. Très rapidement, vous êtes né à Paris au début des années 60. 68. 68, à la fin des années 60. Famille séfarade, vos deux parents venaient du Maroc? C'est eux qui sont venus en France ou c'est les grands-parents? Non. Alors, mon père vient en France directement du Maroc. Ma mère, elle, part du Maroc en Israël, où elle vit 1 an. Et mon père, à l'occasion d'un de ses déplacements en Israël pour les vacances, pour voir sa famille, ramène ma mère en France. Et ils viennent tous les deux du même endroit, au Maroc? Meknès. Meknès, tous les deux sont de Meknès. Alors, vous dites quelque part sur la page Wikipédia, enfin, c'est peut-être pas vous qui le dites, qu'il était couturier au SMIC. C'est un peu bizarre comme formule. Ça veut dire quoi? Il travaillait à la façon, chez lui à la maison? Non, dans un atelier de couture. Et il faisait quoi exactement? Des manteaux pour femmes. Des manteaux pour femmes. Et votre mère, par contre, elle s'occupait des... Ma mère a élevé ses 3 enfants jusqu'à ce que ses enfants soient grands. Et là, elle s'est mise à travailler, elle aussi, donc, je sais pas, vers 45 ans, quoi, dans un atelier de couture, et elle adorait ça. Donc, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait le lycée Voltaire, évidemment bon élève. Plutôt bon élève, mais assez dilettante. Donc, contrairement à mes 2 grands frères, j'étais le petit dernier, donc je voyais pas trop l'intérêt d'avoir des super notes. Pour moi, c'était une dépense d'énergie inutile. Donc moi, je m'arrangeais pour
pour avoir un peu plus que la moyenne, mais j'ai quand même fait un bac C parce que pour mes parents, il n'y avait que les mathématiques qui importaient. Donc j'ai fait un bac scientifique, mais très très maths. Mais ensuite, je savais pas quoi faire, mais il n'y avait pas Parcoursup à l'époque. C'était une époque plus légère qu'aujourd'hui. Donc j'ai suivi le mouvement. J'avais le choix entre école de commerce, droit. J'ai suivi droit parce que c'est ce qui commençait le plus tard, que j'avais une copine qui allait en droit, et que bon, vraiment, j'ai suivi le mouvement, quoi. Mais ma bonne étoile m'a bien guidé. Vous écrivez, je crois, dans le bouquin que vous avez fait du droit par hasard, que vous auriez voulu devenir journaliste. Bah, ça, oui, en fait, j'ai Maintenant, jamais voulu devenir avocat, moi. Avec le recul, vous dites que c'était bien comme ça ? Avec le recul, je remercie le ciel auquel je ne crois pas de m'avoir guidé pour devenir avocat, parce qu'il n'y a pas une profession qui m'aurait convenu davantage. Vous faisiez de la politique quand vous étiez non. Ado, non. Vous n'étiez pas particulièrement politisé à l'époque. Alors, je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique, d'aucune association, d'aucun mouvement, de rien du tout. Et vous n'en faites toujours pas partie ? Rien. Et je refuse systématiquement. Bon, parlons un peu de vos études. Côté un peu sauvage. Parlons un peu de vos études de droit. Quelque part, enfin du droit, de votre métier d'avocat, vous en parlez pas beaucoup dans le livre. Moi, j'étais un peu frustrée d'ailleurs. À un moment, vous parlez de la mythique 17e chambre du tribunal. Ça, c'était au palais de justice, qui à l'époque était place de la Cité. Elle existe toujours, cette 17e chambre ? Alors, la chambre existe, mais maintenant, c'est plus le tribunal, c'est une chambre de la cour d'appel. Ok. Le tribunal a déménagé au nouveau palais. Alors, en quoi... Donc, la 17e chambre, elle est au nouveau palais. Au nouveau palais. Qu'est-ce qu'elle a de mythique ? C'est quoi, cette 17e chambre ? Ah ben, c'est la chambre qui a jugé le procès Kravchenko, qui a jugé... Vous m'expliquez ? Ah là là. Non, sérieusement. Alors, c'est les grands procès. C'est quoi le procès C'est Baudelaire, c'est les Fleurs du Mal, c'est la chambre de la liberté d'expression. Kravchenko, on est après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un dissident communiste, et c'est le premier qui va dénoncer les goulags et qui va mettre en cause les dirigeants du Parti communiste français. Donc, il va être poursuivi en diffamation par les dirigeants du Parti communiste français, et ça va donner un procès fleuve où il va faire venir, et c'est la première fois qu'on parle de goulag, où il va faire venir des gens qui ont été au goulag. Ça va être un événement historique de portée mondiale. C'est l'équivalent judiciaire de Solzhenitsyn. D'accord. Et oui, donc c'est tous ces procès sur l'art et la licence. L'art, la liberté d'expression. C'est la chambre de la liberté d'expression. Et donc, entre autres, toutes les histoires de diffamation, d'injures, de racisme, j'allais dire et tous les débats de société. On ne peut pas parler de blasphème puisque ça n'existe pas en France. Oui, c'est tout. C'est cette chambre qui a jugé Charlie pour les caricatures de Mahomet. Et là encore, vous y êtes arrivé par hasard. À la 17e ? Oui. Alors, vraiment, oui, parce que je suis élève avocat et on doit faire un stage en juridiction de 3 semaines. Et on arrive le matin au palais de justice, et puis il y a un tirage au sort, et on dit toi tu vas là, et moi on m'envoie la 17e. Et c'est comme ça que j'ai connu la 17e. Et vous avez passé 3 semaines et vous vous êtes dit ça y est, ça c'est mon truc. Non, ça me plaisait. Mais non, après, non, je voulais plutôt faire du pénal, et complètement par hasard, là encore, parce que c'est vraiment en ouvrant un annuaire et en faisant ça, parce que je connaissais personne. Que j'arrive dans un cabinet qui ensuite me recommande à un autre cabinet qui est celui de Georges Kejman. Et il se trouve que Georges Kejman, il faisait beaucoup de presse, beaucoup de droit de la presse. C'est une matière vraiment très, très, très spécifique. On est très peu à faire ça. Et donc, il faisait autre chose, mais il faisait en particulier cette matière de la liberté d'expression. Et c'était encore lui qui dirigeait le cabinet à l'époque ? Alors non, il était déjà ministre. Il était déjà ministre, absolument. Mais c'était son cabinet. Et vous l'avez rencontré à ce moment-là, ou vous l'avez rencontré plus tard ? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'était un de vos mentors ? Ah oui, clairement.
oui, oui. C'était plus que ça. C'était un père spirituel avec lequel on a noué une relation très, très affective jusqu'au bout. Comment vous le décririez? Parce que c'était un personnage compliqué, Kiejman. C'est un personnage brillantissime, d'une culture universelle, incroyablement drôle. Il était lumineux, d'une cruauté sans limite en audience. Il atomisait ses adversaires. C'était vraiment... J'ai jamais vu aussi éloquent. Jamais, de personne. Et très touchant, et avec une histoire très douloureuse, puisque son père est mort dans les camps. C'est ça l'histoire de sa génération. Complètement analphabète, donc il s'est élevé au sommet de l'élégance et professionnel à la force de son esprit. Il y avait deux personnalités qu'on comparait souvent à l'époque, parce qu'ils sont contemporains, c'est Badinter et Kiejman. J'ai eu la chance de rencontrer les deux. Oui. Ben oui. Oui, alors, ma relation vraiment très, très forte, c'était vraiment avec Georges. Mais il se trouve que Robert, que j'ai connu plutôt par Elisabeth, qui avait été un de mes témoins dans l'affaire des caricatures, on a pris l'habitude, avec ce couple mythique, de passer une semaine de vacances ensemble tous les ans. Donc j'ai eu cette chance-là, et c'était incroyable. Il nous racontait, on avait l'impression, j'étais souvent avec Philippe Val, et on nous raconte, on avait l'impression Philippe Val, qui était à l'époque le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Et donc, c'était un privilège incroyable. Et je suis resté toujours très, très, très proche d'Elisabeth. C'est devenu j'ai de la chance. Oui, vous avez de la chance. Ouais. Si vous regardez votre profession d'avocat, si vous étiez face à vous-même quand vous avez commencé vos études, qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi est-ce qu'on devient avocat? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est quoi? C'est le fait de préparer des plaidoiries? C'est le fait de bosser des dossiers? C'est le bonheur de gagner un procès? C'est l'adrénaline Ça, c'est de l'adrénaline, ça, c'est sûr. Après, c'est un métier dur. Hein. Vous parlez de gagner des procès, mais il y a les fois où mon père aussi. Et ça, c'est pas facile à gérer, parce qu'on se dit qu'un autre aurait fait mieux, que peut-être qu'un autre aurait fait en sorte que quelqu'un aille pas en prison, ou garde la garde de ses enfants, ou gagne son prud'homme. Enfin, c'est des enjeux lourds, quoi. Et quand on dit que c'est sa faute, moi, je me dis, pendant des années, je me disais, mais si Georges avait plaidé, il aurait gagné, lui. Et c'est dur. C'est ce qu'un avocat doit apprendre en priorité, c'est l'échec. C'est comme les chirurgiens, en fait. Il faut accepter qu'il y a un taux d'échec. Et peut-être qu'un autre chirurgien aurait fait que le type aurait vécu. Mais en fait, si on n'accepte pas ça, on ne fait pas. Ok, mais enfin, si vous me dites ça, vous ne me donnez pas follement envie de choisir ce métier-là. Ah non, c'est un métier dur. Et puis, c'est au début, on travaille 12 heures par jour. C'est très long à apprendre. Mais oui, il y a de l'adrénaline. Et oui, ça donne du sens. Et c'est varié, et c'est un métier où on peut être indépendant, où on peut dépendre de personne, où on peut s'accomplir tout seul, et c'est un métier de combat. Donc ça me correspondait. C'est vraiment un métier de combat. Mais c'est un métier incroyablement stressant aussi. Parmi les grands... Il y a 1000 manières d'être avocat. C'est très agréable. On peut vraiment choisir, configurer son métier pour qu'il vous ressemble. Parmi les grands procès que vous avez fait, vous mentionniez Georges Kiejman, vous avez travaillé ensemble sur Charlie Hebdo la première fois. Ouais. Alors là, c'est lui qui m'a demandé il m'a dit qu'il aimerait bien être mon collaborateur sur ce dossier. C'était votre dossier. Oui, parce que j'étais déjà installé, Charlie Hebdo était mon client, et évidemment. Vous avez sauté de joie. Oui, j'ai sauté sur. En plus, j'avais 39 ans, donc c'était ça. J'étais quand même encore un peu jeune. J'ai conscience de mes limites. Ça a été la presse mondiale était focalisée dessus. J'avais besoin de quelqu'un pour me protéger à l'audience, pour me permettre d'avancer, de me déployer. Et il a joué ce rôle-là. Alors, ce premier, ça c'était évidemment, c'était sur les caricatures. Ouais, on est en 2007. Ouais.
j'ai envie de... Bon, on ne va pas refaire le procès ici, mais qu'est-ce qui fait que vous avez gagné le procès, à votre avis? Oh. C'est une évidence en France que... Alors, ça faisait déjà... c'était 2007, Charlie Hebdo reparaît en 92. Donc, et depuis 92, on a le même type de procès, comme je vous l'ai dit, d'abord engagé par des associations catholiques très liées au Front National, et ensuite par des associations musulmanes, mais ça avait exactement les mêmes fondements. Donc, on avait déjà installé une jurisprudence. On avait été, je ne sais pas combien de fois devant la Cour de cassation. Au début, c'était compliqué, mais il y a eu un mouvement, là, on a initié, en tout cas, on a raffermi un mouvement de liberté. Avant, ce n'était pas évident, mais là, on les a gagnés les uns après les autres. C'était la période Charlie Hebdo, guignol de l'info, donc il y avait un grand mouvement qui a vraiment créé, fondé une jurisprudence très protectrice. C'est-à-dire que dans les années 90, il était encore possible de dire on ne peut pas blasphémer, attaquer la religion. Dans les années 90, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui que c'est plus compliqué. Dans les années 90, le balancier va dans notre sens. D'accord. Clairement. Et donc jusqu'en 2007... On est assez serein. D'autant qu'on fait rire la salle, ce qui est toujours une bonne chose. Mais c'est pas gagné parce que on sent que le président de la juridiction est choqué, qui lui n'appartient pas à la 17e chambre. C'est le président du tribunal qui s'est invité dans cette chambre, ce qui se faisait encore à l'époque, ce qui se fait plus aujourd'hui. Donc, et puis l'émotion est telle qu'on n'a pas de certitude. Mais le vent jurisprudentiel va dans notre sens. Qu'est-ce qui fait basculer les choses? C'est la plaidoirie, c'est la vôtre, celle de Kirchmann. Je ne sais pas. On sent quand même à un moment que ça passe, non? On a créé un mouvement d'opinion. Vraiment, ça aurait été compliqué de condamner. Ça aurait été compliqué. À l'époque, il y avait encore une opinion publique très hostile à toute condamnation du blasphème. Voilà, très Charlie, en fait. Si je devais vous demander de nous parler d'un autre cas important, vous parleriez de quoi? De la crèche Babilou? De Babilou, oui. Oui, parce que là, ça marque. Là pour le coup, alors, ça a un impact sur le réel. On raconte en 2 mots pour les gens qui, par hasard, je sais pas, descendraient de la planète Mars, qui sont pas au courant. Non, c'était l'histoire d'une crèche laïque, qui se veut laïque, et qui tournait vers les femmes, puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24, pour les femmes qui sont infirmières de nuit, qui travaillent la nuit, et qui crèche créée par une réfugiée chilienne, et dont Elisabeth Badinter est la marraine, raison pour laquelle Elisabeth Badinter, donc l'épouse de Robert Badinter. Voilà. Et il se trouve que dans cette crèche, un jour, il y a une salariée qui décide, au bout de 5-6 ans, de mettre le foulard. Et donc on lui dit, non, c'est pas possible parce que il y a des enfants, c'est pas l'image qu'on veut véhiculer, c'est une crèche où on a choisi la neutralité religieuse, donc merci de l'enlever. Alors il se trouve que en fait elle était plus là depuis des années elle avait fait des enfants, puis elle avait été malade, puis donc ça faisait 3-4 ans qu'elle était plus là en fait. Et donc elle n'avait pas très envie de revenir en réalité. Et donc donc vous pensez que c'était un prétexte pour se faire virer? C'était voilà, mais nous il n'était pas question pour la crèche qui n'avait pas un euro de régler. Donc la crèche a été jusqu'au bout et donc a licencié pour faute cette dame qui a fait un procès qui a été très discuté, médiatisé, on a perdu, on a gagné, on a perdu, on a gagné. La Cour de cassation une première fois m'a donné tort. La Cour d'appel de Paris a résisté, ce qui est très rare. Ça a fini à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qui est vraiment la juridiction la plus élevée, qui a fini par décider que,
à partir du moment où c'était prévu dans le règlement intérieur, la neutralité religieuse, et qu'il y avait un motif légitime, et en l'occurrence, il y en avait un, parce que elle était en lien avec des enfants, et ben on pouvait interdire de porter un signe religieux, quel qu'il soit. D'ailleurs, pas que le voile. Et donc ça, c'est vraiment, oui, ça a été un combat très, très marquant, parce que ça a un impact sur le réel de toutes les entreprises de France. Et ensuite, cette jurisprudence a été transformée en loi. Donc, si aujourd'hui la question se posait, il n'y aurait pas, pas question. Ah bah là, c'est plus possible. Non. Il faut un motif légitime. En réalité, il faut un contact de la salariée avec le public. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire que si la salariée est dans... si elle répond au téléphone toute la journée, bah non, là, il n'y a aucune raison. D'accord, donc on ne peut pas porter un foulard ou une kippa ou une croix quand on est en contact avec le public. Si c'est prévu par le règlement intérieur. Si c'est prévu par le règlement intérieur. Bon, je voudrais revenir à votre livre. Il y a un chapitre qui, moi, m'a beaucoup... je trouve qu'il est la clé du livre, c'est le chapitre 6, dans lequel vous racontez au début la façon dont vous avez vécu le judaïsme quand vous étiez enfant. Vous racontez en gros que le judaïsme pour vous, c'était votre père qui vous amenait à la synagogue parfois le samedi matin, où vous vous ennuyiez un peu. Beaucoup. Vous parlez aussi du fait... Votre famille était quand même pratiquante. Vous parlez du fait que vous mangiez cachère à la maison. Oui. Ah oui, elle était pratiquante, mais tranquillement, quoi. Enfin, on faisait les grandes fêtes, Pessah, Kippour. C'était traditionnel, en fait. Et moi, j'ai jamais vécu ça mal. J'ai jamais vécu ça comme une pression, comme un frein à quoi que ce soit. Enfin, il n'y avait pas de prosélytisme. C'est ce que je dis dans le livre. Au fond, je ne sais même pas si mes parents étaient croyants. Mais je leur ai même pas posé la question. Les rabbins vous répondraient que c'est pas ça la question. De toute façon, dans le judaïsme. C'est même pas la question, mais c'est pour dire à quel point, c'était traditionnel, tranquille. Vraiment. C'était familial, traditionnel. C'était culturel, quoi. Vous mentionnez au passage que votre mère, de temps en temps, vous glissait une tranche de jambon. Et vous dites aussi qu'elle se posait des questions sur le... C'est le seul moment du livre qu'elle n'a pas aimé. Écoutez, que j'ai révélé ça. Voir qu'elle mangeait du confit de canard ayant décidé qu'elle aimait bien ça et que ça devait être cachère. Mais c'est cachère, je vois pas où est le problème. Je suis pas sûr que ce soit très cachère, le confit de canard, non? Si le canard est cachère, si, évidemment. Ouais, il n'était pas à Biarritz. Écoutez, rassurez votre mère, le confit de canard n'est pas nécessairement... Je lui ai dit que c'était... Il n'y avait pas de problème. Donc non, c'était très tranquille. Et vous poursuivez en racontant donc un voyage en Israël où vous vous retrouvez à Mea Sharim. Et là, vous êtes confronté... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est ma mère qui me raconte que quand elle était jeune, quand elle vivait en Israël, donc, elle avait été dans ce quartier ultra orthodoxe et religieux de Jérusalem, que vous connaissez. Et elle ne savait pas. Donc, elle allait voir un rabbin, je crois que c'était pour préparer son mariage, et elle y allait. Elle ne savait pas que Mea Sharim, c'était ultra-orthodoxe. Elle ne savait pas non, elle avait 18 ans, elle venait du Maroc, elle ne connaissait pas tout ça. Et ils ne l'ont pas accueilli les bras ouverts. Elle avait une robe avec des manches au coude. Et là, c'était la catastrophe. Donc, elle s'est fait injurier. On lui a envoyé elle avait peur qu'on lui jette des pierres. Elle s'est réfugiée chez un rabbin un peu moins taré que les autres. Extrémiste, on va dire. Elle m'a raconté ça. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, quoi. Oui. Mais donc, c'est par... Et ensuite, quand je voyais les petits-enfants... Mais donc, vous les voyez où en Israël. Donc je les voyais à 4 ans avec leur chapeau. Bien sûr, j'y allais tous les ans. D'accord. Ok. Non, parce que quand je vous ai dit quand vous étiez à... j'y allais tous les ans pour voir mes parents, pour voir leur famille. En fait, on y allait. J'ai fait mes premiers pas à Carcourt, en Israël. D'accord. À 1 an. Et donc, je voyais ces petits enfants de 4 ans qui avaient des chapeaux, des redingotes, les machins. Je disais, mais ça va pas, quoi. C'est pas respectueux de leur libre arbitre. On les habille comme en Pologne où il faisait -20 alors qu'il faisait 40 degrés, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Et ça me choquait. Et
Et c'est une violence, pour moi, jusqu'à aujourd'hui. Que les adultes fassent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ils ont le droit. Puis s'ils veulent s'habiller en doudoune, pourquoi pas. Donc vous écrivez que imposer ça à des enfants, ça me choque jusqu'à aujourd'hui. Que votre premier contact avec le fanatisme, c'est ça. C'est ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, bah oui. Donc, alors, parce que moi, je me suis posé une question tout en lisant votre livre. Vous avez En fait, ils me font peur. Des pages et des pages sur la religion. Vous expliquez que vous n'aimez pas la religion, que, enfin, tout ce que ça peut entraîner. Non, attendez, laissez-moi. Je voulais juste dire qu'il me semble que c'est les extrêmes de la religion qui vous dérangent. Oui, je le dis. Je le dis d'ailleurs. Alors vraiment, j'ai vraiment pris soin de définir à chaque fois ce contre quoi j'écrivais et je plaidais. Je plaide et j'écris contre le prosélytisme religieux, contre l'intégrisme, contre le fanatisme. Pas contre la religion vécue intimement, spirituellement, chez soi, de manière personnelle, et où on n'emmerde personne, en fait. Ce contre quoi je me bats, c'est le dogme, c'est le dogmatisme. C'est la volonté de dire aux autres comment ils doivent faire, ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent penser, pas penser, qui ils doivent aimer, qui ils doivent pas aimer, qu'est-ce qu'ils ont le droit de... Reconnaissez que les ultra-orthodoxes, Samia Charim, ils nous disent pas comment on doit vivre, tant qu'on ne va pas chez eux. Si, ils nous le disent, mais on s'en fout. Non, ils nous le disent pas, on n'existe pas pour eux, tant qu'on ne va pas chez eux. Bah oui, mais enfin, ils l'imposent à leurs enfants. À leurs enfants. Et puis ils essaient de l'imposer. Ils ont quand même, un volet politique. Oui, maintenant, oui. Bah oui. et c'est un volet politique catastrophique. Pour moi. Donc, c'est contre ça que je me bats. C'est contre cette volonté d'imposer à toute une société. Et c'est ce qui se passe en Israël. Et c'est ce qui fait que ce pays se divise entre laïcs et religieux. Ils veulent plus vivre ensemble. Est-ce que vous diriez que... Enfin, il y a la partie essai, la partie où vous parlez justement de ces idées. Est-ce que vous diriez que c'est un plaidoyer ou que ça a un petit côté plaidoirie d'avocat ? Alors, je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous avez l'impression de défendre une cause ou d'essayer de transmettre votre vision du monde ? Les deux. Ça va ensemble. Effectivement, j'essaie de faire passer une conviction. Après, c'est ma conviction. On y adhère, on n'y adhère pas. Et puis, je peux en changer moi-même parce que, précisément, ma religion, c'est que rien n'est sacré. Et qu'il doit y avoir du doute partout. Donc, je l'applique à moi-même. Je vous ai entendu dire quelque part que votre philosophie, c'était la loi de Dieu, elle est à l'Église, et puis la loi des hommes, elle est dans la société. C'est pas moi, c'est Victor Hugo, ça. C'est Victor Hugo. L'Église chez elle, l'État chez lui. Donc, en gros, c'est votre définition de la laïcité. C'est ma définition de la laïcité, absolument. Est-ce que je peux vous poser des questions pratiques ? Mais oui. Admettons, est-ce que dans une conception laïque comme la française, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si un examen tombe un jour de Kippour ? Alors là aussi, je vais peut-être choquer des gens, hein, mais ça m'énerve. Hein, notre grand rabbin que j'aime beaucoup, qui est un ami et qui milite pour que les jours d'examen ne tombent pas les fêtes juives, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. On est dans un pays laïque. On ne va pas imposer. Si chacun se met à dire « Ah ben non, moi je suis juif, alors je ne veux pas de cette date-là. Moi je suis musulman, je ne veux pas de cette date-là. » Attendez. Moi je suis chrétien, je ne veux pas... Comment on fait ? Attendez, on pourrait vous répondre que personne n'irait jamais mettre un examen à Noël. Ben oui, mais... On est dans un pays, je suis désolé, ça fait 2000 ans qu'il est chrétien, il y a une histoire. Moi, ça me choque pas. Je vais pas venir avec mes exigences de pas avoir des examens à Pourim ou à Kippour. Ça va pas. Moi, alors là, pour le coup, ça me va pas. Vous pouvez pas venir je suis désolé. Mes parents sont venus dans les années 50. Je trouve ça bizarre de venir dire je viens et puis je veux tout changer.
Non, on prend ce qu'il y a, et puis donc ça me choque pas qu'on va pas changer tous les jours fériés. Alors, dans ce fameux chapitre 6 où vous parlez de votre judaïsme et de votre première expérience du fanatisme, ensuite vous parlez de Charlie Hebdo, et puis après, on en vient effectivement aux questions de la laïcité, comment est-ce que... et vous avez une formule où je ne me souviens pas très bien, où vous expliquez que le rapport à la religion, que les partis conservateurs, il ne faut pas compter sur eux pour le faire avancer, qu'ils en sont incapables. Bon, je me suis posé une question, qu'il n'y a que la gauche qui pouvait réfléchir à ces questions-là, dites-vous. Non, c'est pas ça. Non. J'ai mal compris. Non. Alors, ce que je dis, c'est que... malheureusement, la laïcité a été abandonnée par la gauche, qui a abandonné à peu près tous ces bijoux de famille pour les laisser. Et donc, ils ont été captés par la droite et puis ensuite, parfois, par l'extrême droite. Et tant mieux si la droite a recueilli ces valeurs abandonnées par la gauche. Donc ça, et c'est très bien. C'est pas ça que je dis. Aucun barrage, aucun front ne tiendra à défaut d'une offre politique autre que celle de l'extrême droite pour combattre le prosélytisme religieux. Et cette offre ne peut venir que de la gauche. Sur ce terrain, le camp conservateur ne compte pas. Ne compte pas. Ça ne veut pas dire que je leur reproche. Bien sûr que non. Heureusement qu'ils sont là pour être laïcs, eux aussi. Mais ça ne se joue pas chez eux. Ça se joue à gauche. Le primat culturel, il est à gauche. La bataille, elle est à gauche. Et elle se gagnera ou elle se perdra à gauche. C'est ça que je veux dire. Okay. C'est que malheureusement, c'est pas à droite que ça se joue. C'est à gauche. Et donc, je mène ce combat-là à gauche. Entendu. Je vous suis pas jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. Au passage, C'est la gauche qui donne le là. Culturel. Sur cette question-là. C'est gramscien. Alors, l'autre groupe que vous balayez, c'est ce que vous appelez les sociétés anglo-saxonnes communautaristes, je crois, et où vous dites que de toute façon, ils mettent les problèmes sous le tapis, que c'est leur façon de gérer ça. Jusqu'au moment où ça explose. Alors, je voulais vous poser une question sur une notion juridique qui est très importante au Canada, qui s'appelle l'accommodation raisonnable, et qui consiste à dire que, en gros, que les choses doivent être réglées au cas par cas, que s'il y a une demande minoritaire, soit pour des raisons ethniques, soit religieuses, soit parce que la personne... c'est né du monde du travail. Donc, par exemple, s'il y a un salarié handicapé et qu'il a des revendications, dans chaque cas, ça doit être négocié au cas par cas. Et je vais donner 2-3 exemples. Vous allez me répondre. Il y en a un dont on a parlé, ça date de 2006, je crois. Ça se passe donc au Canada, je ne sais plus où. Il y a un jeune sikh, vous savez, un Indien sikh, qui demande à pouvoir porter son petit poignard rituel à l'école en disant que c'est une obligation pour lui. Il a gagné. Donc l'école a accepté qu'il arrive avec son poignard. Vous êtes avocat, vous êtes dans ce dossier, qu'est-ce que vous faites ? Non, mais c'est des modèles de société différents. Au fond, on a le droit d'avoir des modèles de société différents. Les accommodements raisonnables, c'est ça, et puis ça va bien au-delà. C'est le statut de la femme, de mariage, du divorce, la polygamie, et pourquoi pas l'excision. C'est des accommodements de la loi avec les communautés, les coutumes. À chaque fois, ça passe devant un tribunal local, administratif. Je ne vous dis pas le contraire, mais c'est tout ça. Et ça va très loin, parfois. Chacun ramène ses particularismes, et puis... En fait, ça fait qu'on ne peut pas vivre ensemble. C'est ça le problème. Alors, je vais vous donner... Ça fait que chacun reste dans sa communauté. Je vais pas essayer de vous convaincre, mais je vous donne un contre-exemple. C'est le contraire de l'universalisme, en fait. Je vous donne un contre-exemple. À Montréal... Donc moi, ce que je fais, c'est que je dis non.
Il y a une loi. Alors, chacun ne fait pas ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on vit ensemble, en fait. À Montréal, il y a quelque temps, un groupe de juifs ultra-orthodoxes passe devant un gymnase dans lequel des femmes font de la gym. Donc elles sont en petits shorts, machin. Ils demandent que le gymnase noircisse ses vitres. Et ben voilà. Ça a été refusé. Eh ben, heureusement encore que ça a été refusé. Donc manquerait plus que ça. C'est pour ça que je vous dis que on peut imaginer qu'au lieu d'avoir une attitude un petit peu idéologique, de dire ça peut se négocier au cas par cas. Parce qu'en fait, il y a plus de fin. Il y a plus de fin. Et on va vous dire, bah, le blasphème, ça choque. Donc, moi, j'accepte pas le blasphème. Voilà, au cas par cas, il y a plein de choses qui peuvent être acceptées. Et puis les juges, parfois, vous tombez sur tout et n'importe quoi. C'est complètement subjectif, en fait. Donc, l'un va trouver que la polygamie, c'est bien, l'autre pas. Enfin, on va juste... Il y a des règles, il y a des règles. Enfin, non, mais pourquoi? Non, parce que les accommodements raisonnables, c'est ça, c'est des dérogations la règle commune. Mais qui sont encadrés, je sais plus. C'est pas, il y a des limites, mais ça va. Au Canada, ça va très loin. En Angleterre, aux États-Unis, les communautés ne se mélangent pas. Les Pakistanais vivent avec les Pakistanais. Ah bah c'est ça. Et allez donc voir les manifestations qui ont eu lieu en Angleterre au moment, sur la Palestine. C'est pas les mêmes qu'en France. Hein. Ça n'a rien à voir. Et là, les Anglais, ils ont commencé à avoir peur, en se disant « Waouh, c'est chez nous ». Et vous avez le Premier ministre, qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie, puisqu'à l'époque, il était lui-même d'origine pakistanaise. Disant, mais le Premier ministre, non. Rishi Sunak, mais non, il est hindou. Si. Mais non, Rishi Sunak, il est hindou. Ah oui, il était hindou. Non, mais il était musulman. Mais pas du tout. Ah, c'est moi qui me trompe, là. Rishi Sunak, il est hindou. C'est le maire de Londres. Alors, c'était le maire de Londres. Alors, je me trompe avec le maire de Londres. Il disait, on est au bord de l'explosion. Parce qu'en fait, on ne vit plus ensemble. Alors, puisqu'on parle d'actualité, il y a 2 jours, la marche des femmes à Paris, le 8 mars, où on a un groupe qui s'appelle Nous Vivrons, de femmes juives, qui ne peut pas participer au cortège parce que elles sont, alors, on va dire, attaquées par des groupes pro-palestiniens et pas vraiment soutenues, disons, par le cortège principal, qui ignore le sujet. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est un problème de la gauche. Ah bah là, malheureusement, oui. Là, c'est des mouvements qui se situent très clairement à gauche. Mais ce qui est fou, parce que ça devrait être les premiers à lutter contre l'antisémitisme. Enfin, là, il ne s'agit pas de prendre le parti d'Israël contre la Palestine. Ça n'a rien à voir, ce que je peux comprendre. Si c'était ça, il s'agit d'être en solidarité avec des femmes qui protestent contre des viols de masse, contre des tueries de civils innocents, de femmes torturées. Comment on peut ne pas être en solidarité avec ça? Ce qui n'empêche pas d'être en solidarité avec les victimes de Gaza. Enfin, on peut être les deux. Et donc c'est hallucinant que parce qu'elles sont juives, on ne les a pas laissés participer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un retour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bah, il faut parler, il faut convaincre, il faut écrire, il faut s'engager dans ces mouvements de gauche. Je vous le dis, c'est là que ça se joue. Donc, engagez-vous. Engagez-vous dans la Ligue des droits de l'homme, adhérez, faites changer. Voilà. Vous êtes nombreux, là. Si vous adhérez tous à ces associations, ça fera bouger les choses. Je vais laisser le micro à la salle dans une seconde. J'ai une dernière question à vous poser avant de transmettre le micro. Cette nuit que vous avez passée donc, au Panthéon à dialoguer avec Voltaire, est-ce que ça vous disiez tout à l'heure que le livre, vous l'aviez quasiment écrit avant. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont passées? Il y a des choses qui ont évolué? Il y a... Après cette nuit? Pour vous? Non.
Non, pas vraiment. Non, mais ça donne une couleur au livre. Le livre n'aurait pas été le même sans cette nuit, ça c'est certain. Et vous avez probablement retravaillé vos textes de façon plus approfondie. Après, oui, j'ai rajouté des sensations en fait. Et ça donne une couleur un peu différente. Je vous passe le micro. Il y a des questions ? Vous avez dit quelques jours après la traditionnelle clairvoyance de l'extrême gauche sur les événements qui s'étaient déroulés le 7 octobre que la guerre se gagnait pas dans les tribunaux et que contre l'extrême gauche, le combat à mener, enfin c'est ce que vous avez dit ce soir, était un combat d'idées. Et il y a la voix de l'élève avocat en moi qui a résonné et qui veut vous poser la question, pourquoi en réalité ? Mais parce que ça sert à rien. Vous pourrez gagner, vous pourrez d'abord en les poursuivant pour leurs propos, vous les victimisez. Vous vous placez du côté de ceux qui censurent, qui limitent la liberté d'expression. Donc en plus, vous perdrez, compte tenu de la jurisprudence. Donc c'est totalement contre-productif, à tous les niveaux. Et il n'y en a pas... voilà, Mathilde Panot, tout ça, elles n'ont été même pas poursuivies. Donc pourquoi déposer des plaintes et leur faire de la pub et leur permettre de se faire de la pub ? Et que par ailleurs, même si vous obtenez leur condamnation, combien de fois on a fait condamner Dieudonné et Alain Soral ? 30 fois. Ça ne sert à rien du tout. Il faut le faire, mais c'est pas comme ça que vous gagnez un combat. C'est pas comme ça que vous allez convaincre. En fait, c'était bon. Et alors, voilà, le combat, il se gagnera parce que vous aurez l'illusion d'avoir fait quelque chose, en fait. En fait, vous n'aurez rien fait. Donc, en plus, ça vous permet de ne pas vous poser les bonnes questions et de ne pas faire les bonnes choses, c'est-à-dire convaincre sur le terrain des idées. On ne gagne pas un débat d'idées devant une salle d'audience. Donc, ça ne marche pas comme ça. Pardon ? Je l'ai ? Je l'ai fait, oui, mais... Oui, alors, et je vais le faire... Alors, oui, et par ailleurs, ce combat-là, je vais le mener moi-même. Donc, je pourrais paraître en contradiction avec ce que je viens de vous dire, dans une salle d'audience au mois de septembre prochain, puisqu'il y a un procès où c'est LFI qui poursuit Raphaël Enthoven, qui les a qualifiés de passionnément antisémites. Sauf que là, je suis dans la position inverse. Et en fait, dans ces affaires-là, j'ai systématiquement refusé tous ceux qui voulaient engager des procédures. J'ai refusé d'être leur avocat. Et j'attendais d'être dans la position de celui qui est attaqué. Parce que là, pour le coup, moi, je suis du côté de la liberté d'expression. Je reste du côté de la liberté d'expression. Bonjour. Lorsque vous étiez en tête-à-tête avec Voltaire, est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il avait accepté d'être actionnaire d'une compagnie de négriers ? Absolument. Je lui ai demandé. Figurez-vous qu'il y a un chapitre entier consacré au côté un peu moins sympathique de Voltaire. Alors, il y a celui-là. Il y a l'antisémitisme, évidemment, et je l'interroge là-dessus. Et sur ces deux aspects-là, c'est quand même un peu complexe. Il y en a un troisième où, alors là, on ne lui trouve aucune excuse, c'est l'homophobie. Parce qu'à l'époque, dans l'aristocratie, pour le coup, c'était une époque assez tolérante. Et on ne comprend pas pourquoi lui a des propos homophobes. On peut comprendre, vu les préjugés de l'époque, ce qu'il dit sur les Juifs, mais c'est complexe quand même. On peut comprendre qu'il investisse dans la Compagnie des Indes. Alors la question, c'est de savoir s'il savait que la Compagnie des Indes participait aux traites négrières. Mais je suis d'accord avec vous, c'était un homme avisé. Moi, je pense qu'il savait. Ce n'était pas l'activité principale de la Compagnie des Indes, mais elle en faisait. Donc je l'interroge sur tout ça et il me répond. Voilà. Et ça, je vous laisse lire le livre. Une question au fond de la salle. Vous avez dit de pas de faire de déclaration, mais moi je vais lui faire une déclaration d'amour parce que je trouve son livre extraordinaire. Oui, mais ça reste platonique. En plus, il est bien coiffé. J'aime bien sa coiffure. Mais bravo pour l'écrit, bravo pour les références culturelles,
Bravo aussi et surtout pour votre courage. Je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait des gens comme vous qui perdent leur liberté et qui acceptent de défendre... Enfin, moi, j'adhère mot pour mot à ce que vous avez dit. J'adhère aussi au fait que ma mère était d'Afrique du Nord et je me retrouve complètement. Mais bon, ça, c'est un détail. Voilà, merci beaucoup pour ça. Il y a quand même une question qui prolonge le fait que vous êtes extrêmement courageux. C'est la dame a oublié de le dire, l'intervieweuse, mais elle a dit plein de choses. Mais vous avez le courage, et je vous interroge, c'est une question, de rompre l'espèce de distance que la gauche, désolé de le dire, mais quand même, met entre l'islam et l'islamisme. Et il y a beaucoup de passages dans le livre où vous expliquez que finalement la distance n'est pas si grande que ça, et je trouve ça vraiment très... Évidemment, je suis d'accord, mais je trouve ça vraiment très courageux, et peu le font sur tout l'échiquier politique. Et voilà, je voulais vous interroger sur cette question-là, enfin, si vous pouvez le repréciser devant la salle. Et encore merci. Alors, effectivement, c'est le propos un peu pivot et central du livre. C'est celui qui va le plus loin. Et c'est bizarre d'ailleurs, parce que je pensais que ça allait tanguer un peu là-dessus. Et c'est comme si je ne l'avais pas écrit. Ça a été relevé à peu près par personne. Mais ce que je veux dire, ce que je dis en fait, est une évidence. C'est que quand j'entends faire la distinction, comme si l'islamisme c'était une autre religion, ça n'avait rien à voir. Comme si l'Inquisition, ça venait pas du christianisme. Comme si les fanatiques de Mehacharim n'avaient rien à voir avec le judaïsme. C'est faux. Toutes les religions produisent leur fanatisme. Ça peut pas être autrement. L'hindouisme aussi, toutes. C'est inévitable. La question, c'est... Et donc, l'une est issue de l'autre. Le problème se pose quand la version intégriste devient de plus en plus importante jusqu'à absorber la version qui n'est pas intégriste. Et jusqu'à terroriser ceux qui ne sont pas intégristes au sein de la même religion. Et alors, je parle de l'islam de France. Après, alors là, pour le coup, dans chaque pays, c'est différent. Parce que si on parle de l'islam en Iran, c'est autre chose. Il y a des pays où le mouvement est inverse. Mais dans les pays européens, grosso modo, il y a un raidissement. On le sent tous. C'est juste un constat, en fait. Et puis, sondage après sondage, étude après étude, analyse après analyse, on le constate. Il y a un raidissement. Il y a un retour. En fait, il y a des enfants qui sont plus raides que leurs parents, qui eux-mêmes étaient plus raides que leurs parents. On peut aussi vous dire que vous regardez ça du tribunal, vous êtes avocat, et donc vous en voyez forcément les aspects les plus extrêmes et pathologiques. Non, pour le coup, non. C'est pas. Alors je les vois comme avocat, c'est vrai, mais pas que. Je suis aussi un citoyen comme tout le monde dans le monde qui regarde la politique, qui regarde les études sociétales, qui regarde mon environnement et qui lit beaucoup sur ces sujets-là. Donc non, c'est pas qu'au travers des salles d'audience. C'est ce qu'on peut tous voir et constater. Enfin, les dernières études... La plupart des membres du public sont d'accord avec vous, pas avec moi. On est d'accord. C'est clair. Non mais là, pour le coup, malheureusement, et au-delà du phénomène terroriste, toutes les études, et la dernière de l'Ipsos fait froid dans le dos, montrent qu'il y a un repli de plus en plus important des jeunes, plus que leurs parents. Il y a une crispation identitaire. Sur le fait il y a des milliers de témoignages d'enseignants où les jeunes ne veulent plus qu'on parle de Victor Hugo, de Baudelaire, ne veulent plus qu'on monte des tableaux, parce qu'il y a des nus, des tableaux du XVIIIe siècle, ça n'existait pas, c'est nouveau, où on ne peut plus enseigner Darwin, parce que ça choque, où on ne peut plus parler d'homosexualité, où tout ça c'est nouveau. Donc cette version-là
repli complètement qui se raidit, et une version intégriste, pour le coup, dogmatique, elle prend de plus en plus d'importance, jusqu'à absorber la version spiritualité personnelle. Alors, elle ne l'a pas absorbée, heureusement. Elle est encore présente et bien présente, mais c'est pas celle qu'on entend le plus. On a encore 2 questions et ensuite, comme il va vous signer comme il va faire des signatures, qu'on vous laisse un tout petit peu de temps pour que Richard Malka puisse signer ses livres. Alors, il y a encore allez-y. Donc, bonsoir. Alors, avant-hier, il y a eu, pour la manifestation pour les droits des femmes, il y a eu pas mal de monde qui a défilé pour le printemps républicain. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ce mouvement. Et si vous ne pensez pas que ça peut être en partie un remède aux insuffisances de la gauche dont vous parliez. Alors, pardon, j'ai pas compris quel mouvement. Le 8 mars. Le printemps républicain. Ah, le printemps républicain, pardon. Oui. Oui, il y avait des femmes de toutes les origines unies pour la laïcité. D'accord. Sous l'enseigne du printemps républicain. Exactement, oui. D'accord. Donc, comme remède possible... Non, mais c'est très bien. Hein. Évidemment, oui. Je ne peux qu'adhérer. Alors après, je ne suis pas sûr que ça fasse la différence et que ça fasse basculer dans le bon sens. Mais toutes les gouttes d'eau, c'est les petites gouttes d'eau qui font les grands ruisseaux. Donc, bien sûr. Mais ça ne suffira pas. Il y a une vraie bataille culturelle à mener. Et elle n'est pas facile. C'est moi la dernière alors ? Ah d'accord. Alors moi j'ai lu votre livre et je dois vous dire que j'ai adhéré totalement à la fois au contenu, au fond et à la forme que vous avez présentée. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les félicitations que vous méritez largement. Mais je voudrais rebondir sur sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'a un petit peu gênée quand vous disiez que le problème sera résolu par la gauche. Moi, je voudrais... vous parliez d'Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter a dit, d'une façon très, où elle se sentait très mal de le dire, étant une femme de gauche, elle disait « La gauche a failli parce qu'à force de tolérer, à force d'être tolérant, elle a fini par tolérer l'intolérable. » Et moi, je suis à cette jonction-là, ayant été enseignante, me sentant très, très concernée par le problème qui se pose à nous en France. Si c'est la gauche qui doit relever le défi et combattre ce à quoi nous faisons face, et dont vous parlez très, très clairement dans votre livre, il n'y a aucune distinction, vous mettez les mots qu'il faut, l'islamisme, c'est l'islamisme, il n'y a pas de modéré, enfin, je veux dire, vous avez un discours qui est extrêmement clair. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est de quelle arme on peut user, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque cette gauche à laquelle on a cru a failli. Moi, j'ai été enseignante, je veux dire, on y a cru. On a élu un Mitterrand pour lequel on a cru aux valeurs de la gauche, universaliste, etc., etc. On s'est fait avoir. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Alors, en tant que juif, c'est la double peine, parce que c'est à la fois, effectivement, un retour à quelque chose qu'on pensait complètement exclu. Et maintenant, ma question, j'ai des enfants, des petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Si le combat doit être à gauche, ce que je veux bien entendre, alors avec qui, comment et comment on avance ? Voilà ma question. Mais en fait, là, pour le coup, c'est... Non. C'est pas un... Je comprends que ce propos vous heurte. Mais en fait, c'est vraiment un constat pragmatique. Si vous ne gagnez pas ce combat à gauche, vous ne le gagnerez pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est eux qui parlent. Ah bah, ils l'ont carrément perdu. Je suis complètement d'accord avec Elisabeth Badinter. J'ai consacré un chapitre entier aussi de ce livre à contester cette notion de respect qui est n'importe quoi, de tolérer... Je suis d'accord avec tout ça, de tolérer l'intolérable, je suis d'accord avec ça. Le problème, et malheureusement, j'en cherche à gauche, je ne retrouve pas.
Il y en a, mais non, mais il y en a. Il y a des, voilà, non, mais il y a des gens qui sont formidables. Bernard Cazeneuve est très bien, Michael Delafosse, il y a plein d'individualités super. Mais il n'y en a aucun qui fera un mouvement, qui renouvellera. Bon, c'est comme ça. Donc l'espoir à gauche, là, je ne le vois pas se lever. Mais néanmoins, parce que le problème, c'est eux qui donnent le là au monde culturel, à la jeunesse. Et donc c'est là que ça se perdra ou que ça se gagnera. Tant que ça sera pas à la mode de redevenir laïque, ben on aura un problème. Tant que ça sera pas à la mode culturelle et des jeunes, et c'est notre problème, c'est une fracture générationnelle sur ces thèmes-là. C'est là qu'il faut gagner. Donc ce sera plus cool de devenir LFI parce que c'est comme ça qu'on lutte contre les discriminations. Et les gosses y vont de bonne foi. Et oui, et mu par une pulsion de générosité. Il faut voir ça, il faut répondre à ça, il faut intégrer ça dans le discours. Au départ, il y a un truc, c'est contre le racisme, contre les discriminations. En fait, il faut leur expliquer qu'en réalité, ils alimentent l'oppression des minorités par leur religion. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut continuer à se situer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à gauche. Parce qu'à droite, on a gagné, c'est gagné sur tous ces thèmes-là. Et pourtant, on n'a pas gagné. Parce que le monde culturel, universitaire, médiatique partiellement, donc tous ces mondes de gauche, on les a perdus. Et il faut les regagner. C'est ça que je veux dire, en fait. Moi, je voudrais juste... Je partage tout à fait ce que vient de dire Madame. Juste en prolongement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une vision que vous avez qui est un peu idéalisée et qui est... Le passé est à employer. Au lendemain de la Seconde Guerre, comme le communisme apparaissait par rapport à l'hitlérisme, la délivrance des camps, justement, par les Russes. Donc, quand vous dites que la gauche donne le là, par exemple, à la culture, et qu'on voit la dernière cérémonie des Césars, je pense que vraiment, ces derniers temps, enfin, ça s'est accéléré. Il y a vraiment la gauche, c'est complètement... Il y a des mésalliances terribles. Il y a un reniement de toutes les valeurs de gauche. Et je ne vois pas comment vous, cœur à gauche, homme de gauche, intellectuellement de gauche, vous pouvez encore croire à une gauche qui est représentée par qui, d'ailleurs? Alors, je vais vous le dire. J'y crois parce que à chacune de mes séances de dédicace ou tous les jours dans la rue, à chaque fois, il y a 100, 150 personnes, 200 personnes, et c'est des gens de gauche. C'est le peuple de gauche. Et il existe, celui-là. Il a été abandonné par ses représentants, mais il est là. Il existe. Et c'est des profs, c'est des instits. Et c'est des gens qui continueront à se situer à gauche, mais ils ne savent plus pour quoi voter. Pour qui voter. Non, mais je suis d'accord, on a un problème. Mais ce peuple des gauches, il existe. Je complète la dernière journée de la femme, samedi dernier, dans le cortège des droits des femmes, tout à fait. Et nous étions dans le cortège, nous vivrons avec notamment les Iraniennes, les femmes juives, des personnes de tous bords, quelques élus. Et nous avions les autres mouvements qui étaient censés représenter des valeurs de gauche. Je ne parle pas des excités qui mettaient le feu sur la place, mais je parle des autres mouvements qui, à aucun moment, n'ont montré une solidarité pour se rallier comme l'ont fait les femmes iraniennes, les femmes azadis, auraient très bien pu, il y a énormément de problèmes, plus que des problèmes en Iran, auraient pu faire un cortège à part
tous les jours, toutes les minutes, des personnes sont assassinées en Iran. Mais non, elles sont venues soutenir les femmes juives. Mais je trouve que c'est même pas utile de dire les femmes juives. Les femmes qui contestent le viol de masse et qui contestent, voilà. Tout à fait. Donc là, franchement, je me demande pourquoi ce cortège-là était parqué et pourquoi ce n'étaient pas les excités qui étaient parqués, tous les autres mouvements pouvaient défiler. Et j'espère simplement que l'année prochaine, alors il y a un an, on a été exfiltrés, cette année, pas de marche possible. L'année prochaine, peut-être que ceux qui veulent manifester, même pas pour la Palestine, ils devraient manifester contre le Hamas et pour la Palestine. Donc, voilà, j'espère que les choses changeront. Et si les choses changent, est-ce que ça doit être des actions d'hommes de droite ou d'hommes de gauche? Et quels sont ces hommes de gauche? Je voudrais bien les voir. Mais je partage tout ce que vous venez de dire, en fait. Mais en fait, je ne peux pas abandonner l'espoir. Je ne peux pas abandonner l'espoir de regagner. Je ne peux pas me dire, on ne peut pas laisser la gauche aux antisémites. Ben, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. Donc, il faut se battre. Et vous voyez là, effectivement, des mouvements... c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça. C'est pas si... C'est ceux qu'on entend, c'est ceux qu'on voit, c'est ceux qui s'expriment le plus, qui parlent le plus fort. Mais je vous assure, je vais dans les facs, je vais dans des associations, je vais dans plein de milieux avec plein de gens de gauche, et c'est pas que ça. Et même à Sciences Po, vous imaginez pas que c'est que à tous les élèves de Sciences Po sont avec des drapeaux. C'est une toute petite minorité, d'ailleurs qui est quasi plus présente chez les profs que chez les élèves. Et les autres, alors les autres, ils disent rien parce qu'ils ont peur, parce que c'est compliqué à leur âge. Mais ils sont pas indifférents, ils ont peur. C'est pas de l'indifférence, c'est les gosses. Ils ont 20 ans, il y a les réseaux sociaux, c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas envie de se faire lyncher sur les réseaux sociaux, donc ils la ferment. Mais et puis par ailleurs, ils ont le droit de ne pas être intéressés par ce qui se passe là-bas et de ne pas avoir d'avis parce que c'est pas leur truc, quoi. Mais c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est violent, quoi. Et quand on a 20 ans, on vit par les réseaux sociaux. Nous, on s'en fout, mais eux, non. Donc, mais ils en pensent pas moins. Pardonnez-moi, je vais siffler la fin de partie. Richard Malka, merci beaucoup. Vous avez... Merci à vous. Vous avez toujours droit à ce petit retard.